Wow, je suis pris une caisse hier, mon frère. Salut, aujourd'hui on va parler tunas, on va parler argent, flouze, bif, tout ce que tu veux. Imagine qu'un jour tu reçois un appel d'un fabricant de mobilier pour concevoir et penser un nouveau meuble. Donc t'es grave chaud, ça a l'air assez stylé, t'acceptes le projet, et là tu vas commencer à bosser sur le projet pendant plusieurs mois, voire même 1 ou 2 ans. Tu fais des recherches, tu fais des dessins, tu vas aller à des rendez-vous avec le client, tu vas aller visiter l'atelier, tu vas aller vérifier si le produit final est correct ou pas, si les couleurs sont bien, etc. Enfin bref. Mais avec une seule condition, c'est que tu fasses tout ça sans être rémunéré et sans même être sûr que le projet aboutisse. Donc c'est complètement con, personne n'accepterait un projet comme ça. Tu perds ton temps, ton énergie et tu perds de l'argent. Enfin du moins t'en gagnes pas. Et bah pourtant c'est exactement ce qu'a fait la designer française Inga Sempe pour son meuble brosse. Et le problème c'est qu'elle est pas la seule. C'est le chemin que suivent énormément de designers aujourd'hui qui veulent se faire éditer pour pouvoir vivre de leur passion. Donc dans cette vidéo on va voir ensemble ce qu'on ne vous dit pas au sujet de la rémunération des designers et pourquoi c'est l'un des pires métiers pour gagner sa vie et pour gagner juste de l'argent, mais qui paradoxalement peut te rendre très très riche. C'est parti. Les Français n'ont pas de culture design. Déjà, il faut bien que tu aies en tête qu'il y a 2 statuts pour être designer. Il y a ceux qui sont internes à une entreprise et sont donc salariés, soit en agence de design ou dans des plus grosses structures comme Decathlon, Renault, PSA, Fermob ou Tolix par exemple. Ces designers vont être payés par un salaire qui va varier selon leur expérience et leur entreprise. Étant donné qu'ils sont salariés, ils ne touchent aucun droit sur le produit qu'ils ont créé. C'est-à-dire que celui qui a créé par exemple la tente 2 secondes chez Decathlon sera payé pareil à la fin du mois, même si la tente elle a été vendue à des millions d'exemplaires. Ce qui n'est bien évidemment pas le cas du deuxième type de designer. Ceux qui bossent en solo, qui sont prestataires, qui ont monté leur propre agence et travaillent pour se faire éditer. Et c'est le cas de la plupart des designers stars aujourd'hui qui sont dans cette situation, comme les Bouroulec, Philippe Stark, Mathélie Crasset, Jasper Morrison, Barber Rios Garbi et tout le tintouin. Tous ces designers fonctionnent sous un système assez particulier de rémunération qui s'appelle les royalties et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Alors en gros, les royalties c'est un pourcentage que va toucher l'auteur de l'objet sur le prix du produit pendant un certain temps. Donc par exemple, le contrat peut ressembler à ça. Votre meuble sera produit en tant d'exemplaires pendant X années et vous toucherez tant de pourcentage par produit vendu. Et ce pourcentage-là, il est directement reversé par l'éditeur avec lequel le designer a signé. Donc ça peut être Magis, Vitra, Foscarini, Floss, enfin bref, il y en a plein. Mais pour que tu comprennes mieux, on va prendre un cas concret pour te montrer l'envers du décor et comment la plupart des designers se font entuber bien profond et ne gagnent presque rien. Imaginons que toi, demain matin, après ton petit déjeuner, tu reçois un coup de fil d'un éditeur comme Floss ou Foscarini par exemple pour dessiner une lampe. Il te donne un brief du genre on veut une lampe coup de cœur assez petite, pas trop chère, entre 100 et 150 €, démerde-toi. Donc toi tu dis ok, tu commences à dessiner, tu fais des maquettes, tu fais des 3D machin, et quand t'es assez fier de toi, quand t'es assez fier de ton projet, tu leur montres et ils vont te dire allez vas-y banco, on y va. Bon là je caricature, je simplifie grandement le truc, hein, ça se passe pas réellement comme ça en vrai. Enfin bref, tout se passe bien, et 1 an après, si t'as de la chance, si le projet n'est pas abandonné, ta lampe, elle sort en magasin, donc elle est vendue dans les BHV par exemple, ou Galeries Lafayette, sur internet, etc. Et elle coûte 149 €. Donc là tu te dis putain lourd, 149 c'est pas mal, je me mets ultra bien. Tu te vois déjà aux Maldives en train de mater des culs. Sauf qu'il y a un problème. Un énorme problème. En général, quand t'es designer, dans le milieu de l'édition, tu touches entre 2 et 5% du prix professionnel. Ça va dépendre des contrats, ça peut être plus, mais en général c'est compris dans cette fourchette-là. C'est-à-dire que pour la lampe que tu as dessinée, tu vas toucher 3%, non pas des 149 €, parce que c'est le prix public, mais tu vas toucher 3% du prix professionnel, donc qui sera plus aux alentours de 100 €. Du coup, tu vas toucher 3 € par lampe vendue. Du coup, pour 5000 lampes vendues, tu vas toucher entre 10 et 15 000 € selon le pourcentage de royalties. Ce qui n'est vraiment pas énorme au vu du temps passé sur le projet. Et je le rappelle, le temps de développement n'est pas payé. C'est-à-dire que si ton temps d'étude dure 2 ans, comme c'est le cas pour beaucoup de projets, comme certaines chaises des frères Bouroulec ou la Tipton Chair par exemple de Barber Rios Garbi, et ben pendant ces 2 ans-là, ils sont pas payés. Et par exemple, le cas d'Inga Sempe que j'ai pris en début de vidéo, il est assez affligeant. Parce qu'avec son meuble brosse, vous savez combien elle a gagné? Elle a gagné 500 balles. Bon, avec tous ces projets-là, j'avais absolument aucun moyen de subsistance parce que ce soit cette lampe vapeur qui est assez connue ou les projets précédents, si je cumulais par mois, ça me faisait peut-être 300 €. Donc tu te doutes bien que c'est pas tenable en tant qu'indépendant de faire 8 mois de développement pour te retrouver avec un chèque de 500 € au bout. C'est absolument pas rentable. Et si je compte les cotisations derrière et tout, Multiplié par 10 000, ça fait beaucoup d'argent. ça fait 3 400 € brut pour 4 mois de travail, je trouve pas. Et chaque mois, le pactole tombe. Son éditeur lui envoie ses droits d'auteur sur les ventes. Alors non, toujours pas. En fait, on me paye les droits d'auteur au mois de juin. Mon album vient de sortir, on est au mois de janvier. Donc ça veut dire que je vais être payée dans 1 an et demi.
ça fait un peu long. C'est d'ailleurs pour ça que les agences de design standard fonctionnent absolument pas avec ce système-là, ce serait beaucoup trop dangereux. La grande majorité des agences de design font payer des études créatives, font payer les dessins, font payer les 3D sous forme de forfait à l'heure ou sous forme de package. Ça permet d'avoir une source de revenus plus fiable, plus conséquent et plus régulier. Et ensuite pour le projet, il y a une cession de droit qui est faite entre l'entreprise et le studio de design. Mais par contre, d'un autre côté, si ta lampe à 149 € que tu as dessinée se vend à 120 000 exemplaires dans le monde, ça te fait 360 000 € dans ta poche. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la designer français Yona Vautrin avec sa lampe Binic, éditée chez Foscarini. Mais ça, on va pas se le cacher, ça reste des cas extrêmement rares. Alors évidemment que notre bon vieux Philippe Starck est richissime et que tous les disciples qu'il a formés pendant sa carrière comme Nathalie Crasset, Christophe Pillet, Jean-Marie Massot ou Patrick Join s'en sortent très bien aussi. Mais par exemple pour Ronan et Arwen Mouroulek, qui sont vraiment des immenses stars dans le monde du design, il y a un décalage énorme entre leur notoriété et ce qu'ils gagnent réellement. Eux, ils dessinent essentiellement que du mobilier et des objets. Sauf que c'est super compliqué de fixer un taux car il n'existe pas de grille de référence selon le type de produit, le domaine et la quantité produite. Une chaise produite à 200 000 exemplaires et une chaise produite à 30 000 exemplaires n'ont pas forcément le même prix et donc le pourcentage de commission ne sera pas le même. Et même le designer australien Mark Newson qui a fait des pièces iconique et a bossé pour Apple, dit lui-même que cela fait que quelques années qu'il arrive à s'en sortir financièrement. Et le designer français Pierre Paulin, qui a signé des sièges devenus cultissimes, déclare qu'à la fin de sa carrière, sa vie professionnelle correspondait à celle d'un médecin qui gagne gentiment sa vie. D'ailleurs, il conseille même aux jeunes designers de se payer le plus rapidement possible les conseils d'un avocat spécialisé dans le domaine. Parce que faute de l'avoir compris, apparemment, autrefois, Pierre Paulin a passé son temps à courir après l'argent. Mais alors il va où tout l'argent ? Pourquoi les designers ont si peu de pourcentage ? C'est tout simplement parce que ça fonctionne comme un gâteau. Chacun prend sa part. Il y a l'éditeur, le fabricant, le distributeur, les points de vente, etc. etc. C'est un immense gâteau avec énormément d'intermédiaires. On dépend d'énormément de personnes, que ce soit les éditeurs, les fabricants qui ne sont pas forcément les éditeurs, c'est-à-dire les gens qui ont les usines. On dépend de cours du marché d'un matériau. Donc en gros, pour caricaturer, si demain il y a un designer qui crée ou qui pense une pomme, il gagnera les pépins. Donc c'est rien du tout. Mais alors comment ils font pour vivre ? Ou plutôt pour survivre ? Comment ils peuvent gagner leur beurre pour continuer à bosser ? Pour bien gagner sa vie en tant que designer, il y a quand même plusieurs solutions qui existent. La première, c'est de diversifier ses compétences et faire de l'architecture d'intérieur, par exemple, de faire de la scénographie, faire du graphisme, etc. Se diversifier. Aujourd'hui, déjà, on voit, moi par exemple, je peux aussi bien faire des produits très industriels, comme une exposition de dessin, comme de la photo. Voilà, je pense que ce qui est intéressant dans ce métier, c'est de toucher à tout. Et je pense que tout le monde va devoir de plus en plus toucher à tout, notamment aux outils numériques. Et voilà. Ensuite, tu peux répondre à des demandes publiques, genre le Vélib ou les fontaines des Champs-Élysées par exemple. Mais le plus répandu de tous, c'est d'enseigner. C'est-à-dire d'avoir un contrat avec une école et donner des cours ou des conférences aux étudiants. C'est ce qui permet aujourd'hui à pas mal de designers de poursuivre leur carrière assez sereinement. J'arrive grâce à l'enseignement parce que comme je ne gagnais pas assez bien ma vie, j'ai dû enseigner. Oui, j'ai fait beaucoup de plaisir, mais j'ai fait pour l'argent. Je n'ai pas du tout de honte à le dire. J'étais extrêmement bien payé. D'un seul coup, j'ai pu mieux vivre. Alors que parce que je pense que c'est important d'expliquer le fait qu'en étant designer, on gagne à l'origine très mal sa vie, puisque bien souvent l'étude n'est pas payée, elle dure 2 ans. Enfin, c'est une catastrophe au début. C'est vraiment. Donc sans l'enseignement, je pense qu'on n'aurait pas survécu. Par exemple, le designer Éric Jourdan, lui, il fait les 3. Il arrive à s'en sortir avec un salaire d'environ 5000 balles par mois, avec 30% de ses revenus qui viennent des royalties sur les objets qu'il a créés. Donc pour un designer indépendant, la question de comment bien négocier ses royalties, elle est essentielle. Et comme le métier n'a aucune réglementation officielle, c'est le merdier total, que ce soit pour l'entreprise qui fait appel à un designer ou pour le designer lui-même. Designer, c'est pas artiste, c'est pas artisan, c'est pas fabricant. Est-ce que en France, il manque un statut pour le designer ? Le design n'est pas très connu, pas très bien perçu, on ne comprend pas. Est-ce que c'est décorateur ? Est-ce que c'est ingénieur ? Toujours un peu perdu. Et ce qui est dommage, c'est que cette question, elle n'est absolument pas enseignée dans les écoles. Et il y a fort à parier que tu te trouves un peu désemparé quand tu arriveras sur le marché du travail. Surtout qu'être designer indépendant, c'est assez compliqué au départ. Il faut pouvoir investir dans un local, dans de la matière première pour faire des maquettes et les logiciels 2D et 3D qui coûtent une fortune. J'espère que cette vidéo t'aura un peu aidé ou éclairci sur le sujet. Faut pas non plus que ça te fasse peur, aujourd'hui c'est super simple de monter des petits business. Par exemple, le designer Ferriol Babin, lui il a un peu contourné ce système, lui il crée des objets en bois avec ses petits doigts, il les fabrique et il les vend directement sur Instagram. Et il y a plein d'autres moyens de contourner le système et d'arriver à faire de la thune en masse. Juste, faut être malin et être convaincant. Parce qu'au final, être designer, c'est un peu comme de jouer au loto. Tu gagnes pas toujours énormément,
voire même rien du tout, mais tous ceux qui gagnent gros ont persévéré et ont tenté leur chance. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était Hugo, à la prochaine, salut.